Et si les mots que vous choisissez, loin d'exprimer votre cœur, étaient en réalité les architectes secrets de la perte de son respect? Avez-vous déjà prononcé des phrases, dans le feu de l'action ou par simple habitude, qui ont, sans que vous le sachiez, activé en lui un mécanisme de déconnexion, érodant lentement son admiration et son désir pour vous? Il existe, selon Carl Jung, des mots interdits qui, une fois prononcés, brisent l'image archétypale de la femme forte qu'il recherche. Et vous devez les connaître. La psychologie des profondeurs de Carl Jung nous enseigne que le respect est lié à l'intégrité du masculin sacré, en lui, à son animus. Ce que vous dites, l'énergie verbale que vous émettez, doit refléter la souveraineté de votre propre anima. Certaines phrases trahissent une dépendance émotionnelle, une abdication de votre pouvoir personnel, qui sont instantanément perçues par son inconscient comme une faiblesse et, par conséquent, une raison de vous retirer son respect. Ces ces expressions que nous allons décortiquer ne sont pas de simples erreurs de communication. Ils sont des symptômes d'une blessure psychique plus profonde. Ce sont des fenêtres ouvertes sur l'ombre de votre propre insécurité, que l'homme, par nature archétypale, est programmé à tester. Lorsque vous les prononcez, vous lui donnez involontairement le script pour vous manquer de respect, car vous lui montrez où se situe votre vulnérabilité la plus profonde. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre approche des relations. Nous allons explorer le mot que vous ne devez jamais dire, si vous voulez que son respect pour vous soit éternel. Apprenez à manier le langage de l'inconscient et découvrez comment le silence, la nuance et la juste affirmation de soi peuvent devenir votre plus grande force, une force capable de créer une connexion indéfectible et un respect qui s'étend bien au-delà des apparences. Il existe dans chaque relation humaine un seuil invisible au-delà duquel les mots cessent d'être des ponts et deviennent des murs. Et ce seuil, mes chères âmes en quête de connexion, est souvent franchi non par un cri, mais par une phrase murmurée avec la plus douce des intentions, une phrase qui, sans que vous le sachiez, ébranle les fondations les plus profondes de l'âme masculine. Carl Gustav Jung nous enseignait que l'homme moderne porte en lui une blessure ancienne, celle de ne plus être reconnu dans son essence, d'être réduit à ses actes, à ses échecs, à ses silences mal interprétés. Et c'est justement dans ce terrain sacré de la reconnaissance que certaines paroles, même prononcées avec tendresse, deviennent des poisons. Vous avez peut-être dit « un jour », sans y penser, tu ne changeras jamais. Ou pire encore, pourquoi ne fais-tu jamais ce que je te demande? Ces mots, en apparence anodins, ne sont pas des reproches, ce sont des sentences, car derrière eux se cache une négation de sa capacité à grandir, à se transformer, à exister autrement. L'homme, dans sa structure psychique profonde, ne cherche pas d'abord à être aimé, mais à être vu comme capable. Et quand vous prononcez ces phrases, vous ne critiquez pas son comportement, vous effacez sa possibilité d'être autre. Jung disait que l'âme humaine meurt non pas par manque d'amour, mais par manque de foi en elle-même. Et c'est vous, parfois sans le vouloir, qui lui retirez cette foi. Ce n'est pas qu'il est trop sensible, c'est qu'il est trop profondément connecté à l'archétype du héros intérieur. Ce noyau sacré qui croit, même dans l'ombre, à sa propre valeur. Lorsque vous dites « tu es toujours pareil », vous ne parlez pas au présent, vous scellez son avenir dans le passé. Vous le condamnez à une identité fixe, alors que son inconscient aspire à l'évolution, à la métamorphose, à ce que Jung appelait l'individuation. Et cette condamnation, même douce, même triste, résonne en lui comme un écho de tous ceux qui, avant vous, l'ont jugé sans l'écouter. Il ne vous en parlera pas. Il ne dira pas « tes mots m'ont blessé », car il a appris, depuis l'enfance, que la douleur masculine doit être tue, absorbée, transformée en silence. Mais ce silence n'est pas vide, il est plein de retrait, de distance, de cette froideur soudaine que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas qu'il cesse de vous aimer, c'est qu'il cesse de croire qu'il peut être aimé, tel qu'il est en train de devenir. Et c'est là que commence la véritable perte de respect, non de sa part envers vous, mais de la sienne envers lui-même. Car le respect qu'il vous accorde est le reflet du respect qu'il se permet d'avoir pour lui-même. Alors, avant de parler,
Écoutez ce que vos mots portent en eux. Sont-ils une invitation à grandir ou une sentence de stagnation? Car dans l'univers jungien, chaque parole est un acte magique. Elle crée ou détruit, elle libère ou emprisonne. Et si vous voulez le respect éternel de cet homme, commencez par ne jamais prononcer les phrases qui tuent son potentiel, avant même qu'il n'ait eu le temps de s'épanouir. Il est une autre phrase, plus insidieuse encore, car elle se part du masque de la sollicitude. Je sais ce qui est bon pour toi. Vous la prononcez avec douceur, avec amour même, croyant guider, protéger, soutenir. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que ces mots effacent l'un des piliers les plus sacrés de la psyché masculine, son autonomie intérieure. Jung nous rappelait que l'homme, pour se réaliser, doit traverser seul le désert de ses propres décisions. Il ne cherche pas une mère, ni une sauveuse. Il cherche une compagne qui croit en sa capacité à trouver son propre chemin, même s'il trébuche. Lorsque vous affirmez savoir ce qui est bon pour lui, vous ne lui offrez pas de l'aide, vous lui retirez sa dignité. Car dans l'inconscient collectif, l'homme est lié à l'archétype du roi ou du guerrier, non pas dans le sens du pouvoir sur autrui, mais dans celui de la responsabilité envers soi-même. Et quand vous prenez cette responsabilité à sa place, même avec les meilleures intentions, vous le réduisez à l'état d'enfant. Il ne vous en voudra pas ouvertement, mais quelque chose en lui se refermera, une porte intérieure que vous ne pourrez plus franchir, car elle n'appartient qu'à lui. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la nécessité psychique. L'homme a besoin de sentir que ses choix, même imparfaits, sont les siens. C'est à travers l'erreur, la douleur, la réflexion solitaire qu'il forge son âme. Et quand vous lui dites « je sais ce qui est bon pour toi », vous lui dites en réalité « tu n'es pas capable de le savoir toi-même ». Et cette phrase, même murmurée avec tendresse, résonne comme un doute fondamental sur son essence. Le respect, chez l'homme, ne naît pas de l'admiration pour ce qu'il fait, mais de la confiance en ce qu'il peut devenir. Et cette confiance, vous la lui volez sans le savoir. Il commencera alors à se taire, non par colère, mais par protection. Il arrêtera de partager ses doutes, ses projets, ses rêves, car il sentira que vous ne cherchez pas à les comprendre, mais à les corriger. Et dans ce silence, il construira un monde intérieur où vous n'avez plus accès, non par vengeance, mais par nécessité. Car l'âme masculine, blessée dans son autonomie, se replie comme une fleur dans le froid. Elle ne meurt pas, elle attend. Elle attend que quelqu'un lui dise, non pas ce qu'elle doit faire, mais « je te fais confiance ». Et c'est là que réside le paradoxe le plus profond. Plus vous lâchez prise sur son chemin, plus il vous invite à marcher à ses côtés. Car le respect éternel ne s'obtient pas en dirigeant l'homme, mais en croyant en lui assez fort pour le laisser se perdre et se retrouver seul. C'est ce que Jung appelait la relation alchimique, deux êtres qui se tiennent dans la lumière, sans chercher à modeler l'autre, mais en honorant son mystère. Mais il est une troisième phrase, si commune qu'elle semble inoffensive, et pourtant si destructrice qu'elle peut miner des années de confiance en quelques secondes. Tu es exactement comme ton père. Vous la prononcez peut-être dans un moment de frustration, ou même avec une pointe de nostalgie, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces mots touchent une plaie archaïque, enfouie bien plus profondément que la mémoire consciente. Car dans la psyché masculine, la figure paternelle n'est pas seulement un homme, c'est un symbole, un destin, une ombre contre laquelle il lutte ou qu'il tente de surpasser depuis l'enfance. Jung nous avertissait que l'homme moderne est en guerre silencieuse avec l'image du père, non pas nécessairement contre son propre père, mais contre ce qu'il représente, l'autorité, l'absence, la rigidité ou parfois la faiblesse déguisée en force. Lorsque vous dites « tu es comme ton père », vous ne faites pas une observation, vous activez un complexe. Vous reliez son comportement présent à un destin qu'il a peut-être passé sa vie entière à fuir. Et même si son père était un homme bon, cette phrase résonne comme une fatalité. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Il ne répondra pas, il ne discutera pas. Mais à l'intérieur, un tremblement se produit, comme si le sol de son identité venait de se fissurer. Car ce qu'il redoute le plus, ce n'est pas d'être imparfait, mais d'être prévisible, d'être enfermé dans un rôle qu'il n'a pas choisi. Et quand vous le comparez à son père, vous lui dites, sans le vouloir,
qu'il n'a pas d'âme propre, seulement un héritage à reproduire. C'est une négation de son individuation, de ce processus sacré par lequel il devient lui-même, distinct de tous ceux qui l'ont précédé. Ce silence qui suit vos mots n'est pas vide, il est lourd de retrait. Il commence à se demander « Me voit-elle vraiment ou ne voit-elle que l'ombre de mon père ?» Et dès cet instant, il vous regarde différemment. Pas avec colère, mais avec distance, car le respect, chez l'homme, naît de la reconnaissance de son unicité. Et quand vous le réduisez à une lignée, à un patronyme, à une histoire qui n'est pas la sienne, vous lui volez ce qu'il a de plus précieux, sa liberté d'être autre. Alors, même si vous voyez des ressemblances, gardez-les pour vous, car ce n'est pas en le comparant que vous l'aidez à grandir, mais en le voyant tel qu'il est, ici et maintenant, sans passé, sans héritage, sans ombre projetée. C'est seulement ainsi qu'il pourra, un jour, regarder son père non plus comme une menace, mais comme une étape de son propre chemin. Et c'est seulement ainsi qu'il vous accordera ce respect éternel, celui qui naît quand on se sent vu, non comme un reflet, mais comme une lumière originale. Enfin, il est une quatrième phrase, si douce en apparence qu'elle semble presque vertueuse, et pourtant si toxique qu'elle peut étouffer l'amour le plus sincère. Je t'aime plus que tu ne m'aimes. Vous la prononcez avec tristesse, avec sincérité, croyant exprimer votre dévouement, votre profondeur, votre capacité à aimer sans mesure. Mais ce que vous ne percevez pas, c'est que ces mots instaurent une hiérarchie invisible, une échelle sur laquelle vous vous placez au sommet de l'amour, tandis que lui est relégué au rang de celui qui ne suffit pas. Et dans l'âme masculine, cette insuffisance perçue est l'une des blessures les plus profondes. Jung enseignait que l'amour véritable n'est pas une compétition, mais une résonance. Il ne s'agit pas de qui aime le plus, mais de qui ose aimer sans condition. Lorsque vous affirmez aimer plus, vous ne célébrez pas votre générosité. Vous créez une dette émotionnelle. Et l'homme, dans sa structure psychique, ne supporte pas la dette. Il préfère la distance à la dépendance, le silence à l'obligation. Car il sent, même inconsciemment, que votre amour est devenu une attente qu'il ne pourra jamais satisfaire, car elle est fondée sur une comparaison impossible. Il ne vous dira pas « cesse de dire cela », mais il commencera à se retenir. Il aimera avec prudence, avec retenue, de peur que chaque geste ne soit mesuré contre votre grand amour. Il craindra que son affection ne soit jugée comme insuffisante, et donc il en donnera moins. Non par indifférence, mais par protection, car l'âme masculine, confrontée à une surabondance d'amour conditionnel, se replie comme une bête blessée. Elle ne fuit pas l'amour, elle fuit l'emprise masquée en dévouement. Ce que vous appelez amour, il le perçoit comme un piège. Car dans vos mots résonne une vérité cachée. Si tu m'aimais autant que je t'aime, tu ferais ce que je veux. Et c'est cette attente implicite qui détruit le respect. Car le respect ne naît pas de la gratitude, mais de l'égalité. Il ne veut pas être aimé plus, il veut être aimé vraiment, sans comparaison, sans hiérarchie, sans dette. Il veut un amour qui ne demande rien en retour, parce qu'il ne donne rien par obligation. Alors, si vous voulez le respect éternel de cet homme, ne mesurez jamais votre amour, ne le comparez pas au sien, aimez-le comme la terre aime l'arbre, sans compter, sans attendre, sans dire « regarde comme je te nourris ». Car l'amour véritable, selon Jung, est silencieux. Il ne se proclame pas, il se vit. Et c'est dans ce silence humble, sans revendication, que l'homme retrouve sa dignité et vous accorde, enfin, ce respect qui ne s'achète pas, ne se mérite pas, mais se gagne en laissant l'autre être libre. Nous avons décrypté ensemble le pouvoir caché des mots, comprenant que le respect d'un homme n'est pas négociable, mais qu'il est le reflet de votre propre souveraineté verbale. Les phrases que nous avons identifiées ne sont pas de simples fautes, mais des indices d'une dépendance inconsciente qui, lorsqu'elle est exprimée, déconstruit l'image archétypale de la femme forte qu'il est psychologiquement programmé à admirer. Le silence et l'affirmation de soi deviennent ainsi les gardiens de votre anima et de son respect éternel. Ce que vous avez acquis aujourd'hui va bien au-delà de la simple correction linguistique.
C'est une puissante leçon sur l'alignement intérieur. Le respect qu'il vous porte est directement proportionnel à la manière dont vous vous respectez vous-même, et cela commence par le langage que vous autorisez à sortir de votre bouche. En choisissant des mots qui honorent votre valeur, vous l'obligez, par un mécanisme psychique profond, à faire de même. Vous cessez d'être la femme qui cherche l'approbation et devenez celle dont l'approbation est recherchée. Réfléchissez un instant à la liberté qui accompagne cette prise de conscience. Comprendre que votre force réside dans votre non-négociabilité vous libère du besoin de vous justifier ou de quémander de l'affection. Vous n'avez pas besoin de le forcer à vous respecter, car vous incarnez déjà ce respect. Cette attitude, cette posture psychique, est l'ingrédient secret de l'attirance durable, car l'homme est naturellement attiré par ce qui est entier, indépendant et rare. Alors, mes chères chercheuses de sens, la véritable question n'est pas de savoir quel mot il faut bannir, mais plutôt, êtes-vous prête à embrasser la totalité de votre pouvoir, à laisser derrière vous les vieilles habitudes de la supplication, pour que chaque parole que vous prononcez devienne un décret de votre propre valeur, car votre voix n'est pas seulement un son, c'est l'écho de votre royaume intérieur. Si ce voyage dans la psychologie jungienne a illuminé l'importance de votre langage intérieur et extérieur, et si cette clarté vous inspire à redéfinir vos relations, je vous invite à faire partie de cette communauté de femmes conscientes. Partagez cette vidéo avec une amie qui, comme vous, cherche à s'affirmer. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter quelle expression vous avez décidé de bannir en premier lieu. Surtout, cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne et abonnez-vous à la philosophie secrète pour continuer à déchiffrer les mystères de l'âme et à bâtir un respect éternel.